Voici les titres de l'actualité que nous développerons dans ce JT. Un arrêté municipal fait débat. Il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique et de rassembler des chiens non tenus en laisse pendant l'été à Clermont-Ferrand. La mesure est appliquée depuis 6 ans, mais les opposants envisagent un recours cette année. Dans le Cantal, Saint-Flour se prépare à accueillir le Tour de France ce dimanche. Les préparatifs de la ville dans ce journal. Et puis le premier petit journal de la semaine dans cette édition, petit journal consacré à Histoire bien sûr. Valérie Guinard et Julien Avelé nous présentent la ville en 4 minutes. Un arrêté municipal crée donc la polémique à Clermont. La mairie vient de prendre un arrêté interdisant la consommation d'alcool sur la voie publique et le rassemblement de chiens non tenus en laisse. Cette mesure qui couvre toute la période estivale à ses opposants. Ils dénoncent un arrêté anti-SDF déguisé. La mairie réfute. Reportage Romain Duché et Mickaël Briffaut. Voici l'arrêté que vient de prendre la mairie de Clermont. Jusqu'au 5 septembre prochain, il est interdit de consommer de l'alcool sur la voie publique. Les quartiers concernés sont la place de Jaude, l'hypercentre et la gare. Par ailleurs, le rassemblement de chiens non tenus en laisse est également interdit. Certains marginaux ou SDF s'indignent. Ils se sentent directement visés par l'arrêté municipal. Je suis désolé, mais les SDF, les précaires ou les marginaux qui se baladent en ville avec leurs chiens, même s'ils ne sont pas tenus en laisse, les chiens leur obéissent. Jamais les chiens n'attaquent. On stigmatise une catégorie de la population, c'est clair, c'est assez précis. On veut nettoyer la ville des SDF, des mancheurs, des précaires. Pour la mairie, il ne s'agit pas d'un arrêté anti-SDF. L'objectif, dit-on, est d'assurer la tranquillité publique. Lorsque vous avez une trentaine de chiens qui sont laissés en liberté sur quelque espace que ce soit de la ville, ça fait peur aux gens, ça fait peur aux personnes âgées, ça fait peur aux femmes seules, ça fait peur aux Clermontois en général. Donc le maire se doit de prendre ses responsabilités. Cet arrêté est pris tous les étés et toutes les fins d'année depuis 2005. Malgré tout, les opposants au texte veulent le faire annuler. Ils envisagent même un recours devant le tribunal administratif. L'apéro géant organisé place de Jaude samedi soir a remporté un bien maigre succès. Il faut dire que le message avait été assez confus. Ce rendez-vous du 2 juillet avait été annulé puis finalement reprogrammé. Au final, la police a compté 12 personnes qui étaient venues place de Jaude dans la perspective de participer à ce rassemblement. Saint-Flour s'apprête à accueillir le Tour de France. C'est dimanche 10 juillet qu'aura lieu l'étape Histoire Saint-Flour, 9e étape de la course qui compte celle-ci 208 km. Toute la ville se prépare à accueillir l'événement et à faire la fête. Philippe Robert a suivi les préparatifs. Entre Saint-Flour et le Tour de France, c'est déjà une longue histoire, due en partie à des relations privilégiées entre le maire de la cité cantalienne et la société ASO, organisatrice de la Grande Boucle. Maintenant, notre ville, c'est un peu la capitale d'Auvergne du cyclisme. On a déjà accueilli une première fois en 99, puis une deuxième fois en 2004, avec une victoire exceptionnelle un 14 juillet de Richard Virenque. Et donc, on avait toujours dit jamais 203. Et voilà, donc la population est vraiment très heureuse, je crois, d'accueillir le Tour de France une nouvelle fois. Pour accueillir le 3e événement sportif au monde, 50 employés municipaux sont à pied d'œuvre depuis plusieurs mois. 250 bénévoles leur prêtent la main. La ville, dans tous les quartiers, affiche son amour du vélo, comme ici dans la montée des Orgues, dernière difficulté avant l'arrivée. Les commerçants également décorent leurs vitrines, parfois avec des objets insolites, comme ce grand bi. Nous l'avons acheté un jour où le Tour de France passait à Saint-Flour. Et en revenant de Brive où nous l'avions acheté, on a croisé le Tour de France et nous avons donc partagé son succès avec le grand bi sur le toit de la voiture. Chez ce photographe, on est cycliste de père en fils et le Tour de France fait briller les yeux d'Antoine, 18 ans, licencié au Vélo Club de Saint-Flour. C'est un rêve, hein. C'est sûr, bon, tout le monde ne le fait pas, c'est vraiment le top du top. Tous les meilleurs du monde sont là, c'est la plus grosse course au monde. Pour l'occasion, Saint-Flour va recevoir des milliers de spectateurs. Aussi, des dispositions spéciales sont mises en place. Le soir de l'arrivée du Tour de France, les bars de la ville auront une autorisation d'ouverture tardive. Ils pourront rester ouverts jusqu'à 3 h du matin. Dans cet hôtel, la totalité des chambres est retenue par une équipe anglaise. Celui-ci accueillera l'équipe de la Française des Jeux et l'heure est déjà aux préparatifs.
Il faut acheter des produits qu'on n'a pas l'habitude de servir, c'est-à-dire toutes les crudités, les compotes, les choses comme ça, du Nutella, tous les produits, les céréales, enfin toute l'alimentation pour des sportifs de haut niveau. Les coureurs arriveront à Saint-Flour vers 17 h le 10 juillet. Parmi les animations du jour, un grand concert gratuit de Michel Delpech est programmé en soirée. Et puis dans le cadre de notre semaine thématique consacrée à Issoire, Valérie Guinard et Julien Velay vous donnent rendez-vous chaque jour pour partir à la découverte de cette ville. Ce soir, la présentation générale d'Issoire qui dévoile déjà quelques-uns de ses atouts. Regardez. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier petit journal spécial Issoire. Alors Issoire, vous connaissez certainement. C'est une ville située au sud de Clermont-Ferrand, à environ une petite demi-heure, située pas très loin de la 75. Et on va commencer ce premier petit journal par une présentation de la ville. Issoire est en fait avant tout une ville à taille humaine qui a tout pour plaire. Jadis, on l'appela Isidorensis, c'est-à-dire Issoire-la-Belle, car ses origines remontent au IIIe siècle et à un certain Austremoine, mais ça, on reviendra dessus. Aujourd'hui, la ville compte environ 15 000 habitants, des Issoiriens, qui travaillent dans les différentes industries des abords de la cité, Alcan, Aubert et Duval, Issoire Aviation, mais aussi dans les commerces qui sont ici très nombreux. Les terrasses des cafés s'étendent, faisant d'ailleurs souvent passer Issoire pour la première ville du sud de la France. Nous sommes fiers de cette association avec le mot Sud, même si nous sommes convaincus qu'avant d'avoir atteint le Grand Sud, il y a encore quelques espaces intermédiaires à traverser. Mais il reste que les couleurs, l'aspect de l'habitat ici, quelque part l'ambiance générale, par exemple les terrasses en ce moment dans la ville, lui donnent un petit air de vacances, un petit air méditerranéen. On va aller maintenant découvrir un des trésors d'Issoire, son abbatiale. En fait, c'est au IIIe siècle que ça se passe. Le pape envoie Austremoine ici pour construire une abbaye et ça va être chose faite. Évidemment, cette abbaye du IIIe siècle n'existe plus, et ça depuis longtemps. Mais au IXe siècle, des moines réfugiés près d'ici en rebâtissent une autre, qui sera elle-même reconstruite au XIIe siècle, avec en son sein cette magnifique église. Aujourd'hui, elle constitue un trésor de l'architecture romane et parmi ses joyaux, il y a ce chevet. Il est notamment composé de bas-reliefs représentant les signes du zodiaque, symbole des constellations, du temps qui passe, de notre mortalité. Mais ici, chose étrange, ces signes du zodiaque sont au nombre de 13. C'est le point d'interrogation, c'est la poésie de cette église. On peut rêver, on peut échafauder des hypothèses. Et c'est quand même intéressant parce que ces églises, c'est avant tout des machines à poser des questions. Et après, c'est à vous d'apporter la réponse. Et à l'intérieur du jugement dernier, c'est ce jour-là que vous saurez si vous avez trouvé la bonne réponse. Autre particularité de cette église, sa polychromie. L'extérieur est composé de grès, de pierres volcaniques et calcaires. Mais ici, même l'intérieur est peint. En 1840, l'église d'Issoire est classée monument historique. Donc ça veut dire qu'elle est c'est une église importante. Il va y avoir des restaurations, c'est-à-dire on va la remettre en état. Et comme on commence à comprendre que les églises étaient peintes, on va peindre la totalité de l'intérieur de l'église d'Issoire. Cette église a donc aujourd'hui la même physionomie qu'elle avait au Moyen-Âge, avec comme particularité ses magnifiques chapiteaux. Bien avant leur restauration, Mérimée parlait déjà de leur beauté. Ils sont d'inspiration corinthienne, avec sur certains d'entre eux des représentations de figures de l'Antiquité et des derniers moments de la vie du Christ. Les plus importants, les plus intéressants sont véritablement ceux qui sont situés dans le chœur, qui nous racontent donc la passion du Christ. Vous en avez 4, ce qu'on appelle des chapiteaux historiés. Donc vous avez la scène, la passion proprement dite, la résurrection et les apparitions du Christ après sa résurrection. L'un des derniers trésors de cette église, c'est sa crypte. Si à l'époque elle était réservée aux seuls abbés, aujourd'hui les visiteurs peuvent y venir et voir cette châsse du XIIIe siècle qui contient les reliques de saint Austremoine. Ce petit journal spécial histoire est maintenant terminé pour aujourd'hui et on se retrouve dès demain pour une autre histoire. Salut!
Un nouveau lieu pour la 14e édition du festival Volcadiva. Les chanteurs lyriques programmés viennent du monde entier cette semaine au casino de Roya-Chamalières. Ces artistes de renommée nationale ou internationale donnent un récital. Ils sont accompagnés d'un instrumentiste pour des concerts de haut vol. La renommée de Volcadiva s'étend bien au-delà de l'agglomération clermontoise. Ariane Monfray et Ange-Marie Morin ont assisté à une répétition cet après-midi. C'est la deuxième fois que Liliana Pharaon participe au festival Volcadiva. La soprano roumaine est accompagnée sur scène par le pianiste Olivier Besnard. Lui est originaire de Roya. Elle a été lauréate du concours international de Clermont-Ferrand en 2007. Tous deux se réjouissent de la réputation grandissante du festival. Rien que le nom Volcadiva, déjà ça dit beaucoup. Ils cherchent des petites divas ou des divas plus grandes. Donc ça a une notoriété du beau chant, ça a la notoriété d'un festival très accueillant. Réunir comme ça sur une semaine des chanteurs, c'est quand même pas si courant que ça si on regarde les guides des festivals. Il se trouve qu'en plus c'est chez moi, donc à la fois c'est une joie, c'est aussi intimidant parce qu'on est toujours un petit peu plus attendu quand on est chez soi. Comme tous les participants, les deux artistes ont eu carte blanche pour composer leur programme. Seule exigence des organisateurs, que la proposition soit très éclectique, en débordant pourquoi pas sur le jazz ou la comédie musicale. La salle du casino offre là un écrin raffiné pour ces récitals. On est vraiment très bien dans cette salle, donc on espère l'année prochaine rester ici. Et le festival, je pense maintenant, a pris sa vitesse de croisière, est reconnu auprès des artistes lyriques et le niveau d'excellence qu'on recherche de manière permanente tous les soirs, je pense que le public s'y retrouve. Avec environ 250 spectateurs par soir, le festival Volcadiva affiche une affluence de 2000 personnes à chaque édition, avec l'assurance de découvrir chaque soir des musiciens exceptionnels. Les concerts sont donnés à 21h donc jusqu'au 8 juillet au casino de Roya-Chamalières dans le cadre du festival Volcadiva. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo, l'invité de la rédaction. Je reçois aujourd'hui André Chassaigne. Et puis le sport, ce sera avec Grégory Gomez. À tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.